Bonjour à tous, nous allons faire un topo complet sur l'épuration extra-rénale en réanimation. Donc au sein de notre réanimation, nous utilisons deux machines avec lesquelles vous êtes probablement un peu familier. La Fresenius 5008S, avec laquelle nous faisons de l'hémodialyse intermittente, et la Prismaflex, qui nous sert principalement à effectuer de l'hémofiltration continue. Alors même si ces machines possèdent chacune leur spécificité, nous allons voir que lorsqu'on comprend la nature des circuits et des principes d'échange qu'il y a derrière, ce n'est finalement pas si compliqué que ça à appréhender. Donc tout d'abord, on va essayer d'expliquer assez simplement les principes fondamentaux de l'épuration extra-rénale. Le principe, tout bête, c'est que l'on va aspirer le sang d'un malade dans une tubulure et on va l'amener jusqu'à une membrane semi-perméable qui ressemble à ça en vrai, et de manière schématique, ça ressemble un peu plus à ça. Ce que l'on veut, c'est bien sûr éliminer de l'organisme des substances et des liquides en excès, comme le ferait un rein qui fonctionne correctement. Et pour cela, on va voir qu'il existe plusieurs techniques qui nous permettent de faire ça. Une fois le sang épuré, on va pouvoir le renvoyer au patient via une autre tubulure. Alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est que peu importe la membrane ou le type d'échange utilisé, celle-ci empêche le passage des éléments figurés du sang et des différentes protéines qui sont présentes dans le plasma du patient, que l'on voudrait évidemment ne pas retirer du patient. C'est ce qu'on appelle le point de coupure de la membrane, c'est-à-dire une taille moléculaire en dessous de laquelle les substances peuvent traverser et au-dessus de laquelle elles ne peuvent pas. Alors sur ce graphique, on peut justement voir les différentes molécules épurées ou non selon leur poids moléculaire, exprimé en Dalton, et selon la technique utilisée. La première technique que l'on va utiliser, c'est le transport dit diffusif, qui régit les échanges au cours de l'hémodialyse et qui est le plus souvent une technique intermittente que l'on réalise chez nous avec la Fresenius 5008. La deuxième technique, ce sont des échanges par convection. Et ça correspond à ce que l'on appelle l'hémofiltration, qui est le plus souvent utilisée de façon continue et réalisée chez nous avec la Prismaflex. On peut déjà noter que ces deux techniques peuvent être utilisées de manière complémentaire, comme nous le verrons plus tard. C'est ce qu'on appelle l'hémodiafiltration. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de définir les indications de l'épuration extra-rénale en réanimation. Peu importe le contexte dans lequel elle est pratiquée, elle va nous permettre d'éliminer les toxines urémiques, c'est-à-dire les déchets azotés, qui s'accumulent dans le sang d'un patient en insuffisance rénale, d'équilibrer l'état métabolique, donc le sodium, le potassium, etc., et l'état acide-base, donc le pH. Ça va nous permettre aussi de restaurer la balance hydrique, donc l'eau, et éventuellement d'épurer les toxines dialysables dans le cas de certaines intoxications. Plus spécifiquement, en réa, il existe certaines situations où l'on va initier de l'épuration extra-rénale sans délai, immédiatement. C'est par exemple l'hyperkaliémie sévère à 6,5 mmol par litre ou supérieure à 5,5 si elle est réfractaire au traitement médical. Ça peut être l'acidose métabolique sévère avec un pH inférieur à 7,15 ou encore l'OAP, qu'il soit de surcharge ou anurique. Les autres situations où il ne faut pas trop tarder non plus, mais où on peut quand même discuter avant de lancer la dialyse, ça va être une urée sanguine supérieure à 40 mmol par litre, une anurie ou oligurie supérieure à 72 heures, une intoxication sévère par un toxique dialysable, par exemple la metformine ou le lithium, ou une dysnatrémie sévère avec un sodium inférieur à 115 ou supérieur à 160 mmol par litre. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive, mais vous avez ici les principales indications à l'ER en réa. On va maintenant s'intéresser aux différents principes de transport des solutés, et on va commencer par les échanges convectifs, qui sont le principe de base de l'hémofiltration, et c'est d'ailleurs le plus facile à comprendre. Alors ici, on a représenté une membrane semi-perméable, avec le sang du patient qui arrive d'un côté de cette membrane, et de l'autre côté, pour l'instant, il n'y a rien. Les éléments figurés du sang sont représentés avec les ronds rouges. On ne veut pas les épurer. Par contre, les petites molécules bleues correspondent à ce que l'on veut épurer, parce qu'elles sont en excès. C'est par exemple des molécules d'eau, d'urée ou de créate. Le transport convectif va consister à appuyer sur la membrane, c'est-à-dire en exerçant une pression hydrostatique, et si la taille des molécules le permet, elles vont passer de l'autre côté de la membrane. Le liquide qui va être produit de l'autre côté est appelé ultrafiltrat. Qu'est-ce que c'est ? C'est un liquide qui a exactement la même concentration que ce qu'il y a dans le sang, forcément puisqu'on a fait qu'appuyer dessus, mais sans les grosses molécules, sans les globules, sans l'albumine, sans les grosses protéines, parce qu'elles sont beaucoup trop grosses pour passer la membrane. Alors évidemment, la molécule qui va partir avec la plus grande facilité
C'est la plus petite molécule de notre organisme, c'est l'eau. Elle va fuir dans des proportions considérables puisque rien ne la retient. Au passage, c'est aussi le principe physiologique de notre filtration glomérulaire. On va pas trop s'attarder dessus, mais vous savez que les reins reçoivent 1 litre par minute de sang, soit 20% du débit cardiaque, 500 ml dans chacun des reins. Et ces 500 ml passent 24 heures sur 24 dans le rein et vont générer jusqu'à 180 litres d'urine primitive. C'est la filtration glomérulaire quotidienne. Heureusement, on a l'appareil tubulaire derrière qui va réabsorber la plus grande partie de ces 180 litres pour qu'au final, on n'urine que 1, 2, voire 3 litres les jours où on boit beaucoup. En hémofiltration, on ne va pas arriver à 180 litres par jour, c'est pas nécessaire. Mais on va faire des ultrafiltrations de 60, 70, voire 80 litres par jour que l'on va devoir transporter des poches situées sous le moniteur jusqu'aux égouts. Évidemment, que devient notre patient avec un tel état de déshydratation ? Je vous rassure, on ne le momifie pas, On ne le laisse pas se déshydrater dans de telles proportions. Il va recevoir dans le même temps exactement le même volume grâce à un ordinateur de bord présent dans la machine et qui va calculer combien est sorti pour savoir combien doit rentrer. L'intérêt, c'est que l'on peut se ménager une petite marge dans ce que l'on va restituer au patient si on veut lui faire perdre du poids. C'est ce que l'on appellera la perte patient. On peut aussi gérer la composition du liquide de substitution que l'on va renvoyer au patient pour qu'elle ne vienne pas déséquilibrer la composition du plasma. Alors par exemple, si on ultrafiltre un sang qui a 135 mmol par litre de sodium, on va produire une quantité d'ultrafiltrat qui a la même concentration de sodium et qui va être jetée aux égouts. Mais dans le même temps, on va rendre au patient un liquide tout neuf et qui contient ce que l'on veut, par exemple 140 mmol par litre de sodium. Ainsi, compte tenu de l'importance des volumes impliqués, la composition plasmatique de notre patient va converger vers le 140 de sodium. On peut donc faire exactement ce que l'on veut par le choix de la composition du liquide de substitution. Passons maintenant à la deuxième méthode physique d'épuration, le transport diffusif, qui est à l'origine de l'hémodialyse. Alors ce principe, il est un peu plus compliqué à appréhender. Il est basé sur les lois de l'osmose et correspond à des mouvements de soluté par gradient de concentration. C'est-à-dire que les solutés vont avoir tendance à se rendre du milieu le plus concentré vers le moins concentré, afin que les compositions s'équilibrent. En clair, on retrouve notre membrane semi-perméable. D'un côté, on a le sang qui contient toujours les grosses molécules que l'on ne veut pas épurer, et cette fois-ci, qui va contenir beaucoup trop de molécules de potassium, puisque notre patient est en hypercalémie sévère à 8 mmol par litre. De l'autre côté, on va faire circuler à contre-courant un liquide qui contient seulement 3 mmol par litre de potassium, et que l'on appelle le dialysat. Le potassium va migrer du plasma du patient vers le dialysat, c'est-à-dire du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, réduisant ainsi l'hyperkaliémie. Le dialysat, c'est un liquide stérile qui a une composition proche de celle du plasma, mais qui peut bien entendu varier en fonction de ce que l'on souhaite épurer ou non du sang du patient. Pour reprendre le schéma d'avant, on a notre patient qui a un sang composé de 30 mmol par litre d'urée par exemple. De l'autre côté circule un dialysat qui ne contient aucune molécule d'urée, puisqu'il est tout propre. Petit à petit, les molécules d'urée vont migrer vers le dialysat, que l'on va jeter ensuite aux égouts. Les échanges se font donc principalement du sang qui contient les substances à épurer vers le liquide de dialysat. Mais le phénomène inverse existe également. C'est ce qu'on appelle la rétrodiffusion. Ici, notre patient est à 130 de natrémie. On peut lui apporter du sodium en faisant traverser dans la membrane un dialysat à 150 de natrémie, et ainsi, le sodium va se rendre du dialysat vers le sang du patient, jusqu'à ce que la composition plasmatique du patient, au bout de quelques heures, s'équilibre à 140 de sodium. Dans le sang du patient, il n'y a pas seulement des molécules en excès, il y a aussi des choses qu'on peut vouloir lui apporter, et on peut le faire en modifiant la composition du dialysat.